La rumeur, c'est une force aussi vieille que le monde. Imaginez un feu de forêt. C'est imprévisible, c'est destructeur, ça commence par une toute petite étincelle, ça se nourrit de l'incertitude ambiante, et puis, si le vent souffle dans la bonne direction, eh bien ça peut absolument tout dévaster. Alors, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble ce phénomène intemporel. On va essayer de comprendre comment cet incendie de l'information naît, comment il se propage, et surtout comment on peut le combattre. En 1829, imaginez un peu, Victor Hugo décrivait déjà avec une précision incroyable cette force presque insaisissable. Ça nous montre bien une chose, bien avant nos écrans, bien avant nos fils d'actualité, le défi posé par la rumeur était déjà là, profondément ancré dans la conscience collective. Pour bien comprendre comment un feu de rumeur démarre, rien de tel qu'un cas concret. Revenons en 2017. Une catastrophe naturelle d'une violence inouïe crée une situation de chaos total. C'est le terreau parfait pour que l'incertitude et la peur s'installent. Voilà l'étincelle. On a d'abord un chiffre officiel, 11 morts. C'est tragique, bien sûr, mais ce chiffre va très vite être contesté. On peut dire que c'est notre point de référence factuel, juste avant que le feu ne prenne vraiment. Et là voilà, la première rumeur. Dans le vide laissé par le manque d'informations, une histoire alternative, bien plus terrifiante, commence à circuler. Et elle sème immédiatement le doute, la méfiance envers les autorités. Le feu est allumé. Et là, c'est comme dans un véritable incendie. Des foyers secondaires apparaissent un peu partout. Chaque nouvelle rumeur vient jeter de l'huile sur le feu, elle transforme l'anxiété en une véritable panique généralisée. Et ça paralyse complètement la gestion de crise. Le feu devient alors quasi incontrôlable. Bon, alors, qu'est-ce qui alimente ce feu depuis des siècles ? Pour le savoir, il faut d'abord analyser le combustible. Le combustible psychologique sur lequel les rumeurs adorent prospérer. Cette phrase de Jean-Noël Capferrer, elle est fondamentale. Elle nous rappelle que la rumeur, c'était là bien avant la presse, la radio ou même Internet. C'est un mécanisme de communication de base, presque primitif. C'est ça tout le paradoxe de la rumeur. Sa survie ne dépend absolument pas de la vérité. Ce qui compte, c'est sa capacité à résonner au sein d'un groupe. Une rumeur n'a pas besoin d'être factuelle pour être crue. Non, il suffit qu'elle ait l'air plausible et surtout qu'elle valide les émotions ou les préjugés de ceux qui la partagent. C'est un phénomène social, pas journalistique. L'analogie avec un virus, elle est très juste. Une société ou même une organisation devient vulnérable quand la confiance s'effrite et quand personne ne sait plus vraiment ce qui se passe. L'incertitude, c'est vraiment le combustible parfait pour la rumeur. Ce qui est fascinant, c'est qu'une rumeur n'est jamais figée. Elle évolue constamment. Déjà en 1947, les psychologues Alport et Postman avaient identifié son cycle de vie. D'abord, l'histoire se simplifie, elle perd toutes ses nuances. Ensuite, les détails les plus marquants, les plus choquants sont accentués pour qu'on s'en souvienne. Et enfin, et c'est l'étape cruciale, elle est assimilée. C'est-à-dire qu'elle se déforme pour coller parfaitement aux préjugés de la personne qui la raconte. C'est un peu un miroir déformant de nos propres croyances. Alors ce feu ancestral, il a récemment trouvé un accélérant d'une puissance absolument inouïe, la technologie numérique. On passe maintenant à l'ère de l'incendie de forêt à l'échelle mondiale. C'est ça la rumeur 2.0. La mécanique psychologique reste la même, mais elle est complètement suralimentée. Les frontières, qu'elles soient géographiques ou temporelles, ont tout simplement explosé. Une étincelle à Saint-Martin peut littéralement mettre le feu au monde entier en quelques minutes. Et cette propagation à la vitesse de l'éclair, ce n'est pas juste une impression, c'est mesurable. Une étude majeure du MIT a analysé des millions de tweets et a fait une découverte incroyable, le faux a un avantage structurel sur le vrai. Pourquoi ? Eh bien parce que les fausses infos sont souvent plus surprenantes, elles provoquent des émotions plus fortes, comme la peur ou le dégoût. Dans l'économie de l'attention dans laquelle on vit, la nouveauté et le choc, ça se vend bien. Le mensonge est donc par nature un produit viral. Face à cet incendie numérique, comment est-ce qu'on réagit ? La question n'est plus de l'ignorer. Il faut développer de vraies stratégies pour le contenir et, si possible, l'éteindre. Le contraste entre ces deux cas est vraiment saisissant. D'un côté, le silence de Lactalis. Il a créé un vide et les rumeurs se sont engouffrées dedans, ce qui a largement aggravé la crise. De l'autre côté, en occupant le terrain médiatique de manière transparente, les forces de l'ordre ont tout simplement empêché les rumeurs de prendre racine. Alors quelles sont les règles d'or pour combattre le feu ? D'abord, la vitesse. Il faut intervenir au temps zéro, tout de suite, avant que les braises ne deviennent un incendie. Ensuite, il faut occuper l'espace. Un vide informationnel, c'est comme un appel d'air pour la rumeur. Il faut donc le remplir avec des faits clairs, avec une communication transparente. Et enfin, il faut considérer les médias comme des alliés. En situation de prise, ce sont eux le moyen le plus efficace pour diffuser massivement une information qui a été vérifiée. Mais alors qu'on apprend à peine à combattre le feu actuel, un nouveau type d'incendie, potentiellement bien plus dangereux, se profile déjà à l'horizon. C'est celui de l'intelligence artificielle.
Pour bien saisir le rôle de l'IA, le concept grec de pharmakon est parfait. C'est l'idée d'une technologie à double tranchant, capable du meilleur comme du pire. Et cette dualité, elle est vraiment au cœur de l'IA aujourd'hui. D'un côté, c'est le poison. Des outils qui peuvent générer des deepfakes, des textes, des clones de voix, avec un réalisme terrifiant. Ça peut créer des rumeurs qu'il est impossible de déceler à l'œil nu. Et de l'autre côté, c'est le remède. Parce que c'est aussi l'IA qui nous donne les algorithmes les plus pointus pour détecter ces mêmes manipulations. On assiste à une véritable course aux armements technologiques. Alors, face à cette menace qui ne cesse de grandir, où se trouve notre meilleure ligne de défense? Ce n'est pas seulement dans la technologie, ni seulement dans la loi. La réponse est ailleurs. Et ça, c'est le point fondamental. Les lois, les algorithmes, ce sont des aides précieuses, bien sûr, mais ils ne remplaceront jamais le jugement humain. La responsabilité finale de ne pas propager l'incendie, eh bien, elle nous incombe. Et ce défi de l'esprit critique, il concerne absolument toutes les générations, avec des résultats parfois assez inattendus. Une étude de Princeton et NYU a révélé un chiffre étonnant. Les utilisateurs de plus de 65 ans partagent 7 fois plus de fausses informations que les jeunes de 18 à 29 ans. Attention, ce n'est pas du tout une question d'intelligence. C'est sans doute plus une question de familiarité avec les codes et surtout les pièges de l'écosystème numérique. La solution à long terme, ce n'est donc pas de tout interdire. Ça serait contre-productif, voire dangereux. Non, la vraie solution, le pare-feu le plus solide, c'est l'éducation. C'est de développer l'esprit critique de chacun pour qu'on puisse reconnaître une étincelle avant qu'elle ne devienne un brasier. Tout ça nous ramène finalement à une question essentielle, une question que chacun peut se poser. Face à ce flux incessant d'informations, quelle est notre propre hygiène numérique? Prendre quelques secondes pour vérifier, pour douter, pour chercher la source, c'est peut-être le geste citoyen le plus important de notre époque. C'est ce geste qui fait la différence entre être un pompier et être un pyromane involontaire.